Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. Un signal politique fort depuis Bruxelles. Le Parlement belge hausse le ton face à l'Azerbaïdjan en adoptant à l'unanimité une résolution qui condamne sans détour l'attaque contre les Arméniens de l'Artsakh et les violations flagrantes du droit international. Au cœur du texte, des exigences très claires. La libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens, la protection du patrimoine culturel de l'Artsakh et un accès sans entrave pour l'UNESCO. La résolution qui rappelle que la paix ne peut se construire que sur le respect mutuel appelle également un renforcement de la coopération avec l'Arménie. Un message de soutien résumé par les députés eux-mêmes. L'Arménie aspire à la paix et la Belgique a le devoir de soutenir la justice. Le texte de la résolution a été initialement proposé par 2 députés. Ce sont d'ailleurs eux qui ont porté la plupart des résolutions sur ce sujet, avec le soutien de la quasi-totalité de leurs collègues au Parlement. L'un de ces députés, Michel Demecq, a accepté de commenter cette résolution pour Reopen Media à mon collègue Nicolas Tavidian. C'est une résolution qui exige aussi le retour des Arméniens du Haut-Karabakh et la possibilité de retour des Arméniens du Haut-Karabakh sur leurs terres. Alors ça peut paraître, c'est vrai, un peu illusoire ou naïf aujourd'hui, parce que quand on voit les faits, ça va être extrêmement compliqué, mais je pense qu'en vertu de l'observation du droit international, c'est notre devoir de démocrate en fait de pouvoir envisager ce retour. Elle appelle à la présence d'observateurs internationaux. Vous savez que d'autres résolutions que j'avais fait adopter ici au Parlement avaient permis justement cette mission européenne d'observation de se poursuivre en Arménie pour le coup. Et bien donc celle-ci appelle à la présence d'observateurs internationaux sur le terrain et elle soutient, et ça c'était un élément que j'avais fort à cœur parce que je pense que vous vous souvenez Nicolas du travail que j'avais fait pour en sous-marin, si je puis dans l'ombre, œuvrer à l'ouverture d'une ambassade belge à Erevan. Eh bien elle demande l'ouverture d'un service consulaire belge à Erevan. Et alors un dernier point qui me semble extrêmement important, c'est que cette résolution rappelle un principe qui est à nos yeux et à mes yeux fondamental, c'est la souveraineté de l'Arménie. Vous savez qu'aujourd'hui, après la guerre et ses effets désastreux, on a toujours des doutes sur cette souveraineté parce que Bakou ambitionne de créer un corridor qui ne serait pas un corridor souverain arménien pour relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan. Pour moi, ça c'est impossible. Le droit international est le même pour tout le monde. Si on veut préserver les frontières de l'Ukraine quand la Russie attaque, on doit pouvoir préserver les frontières et la souveraineté du territoire arménien. Ce type de résolution est avant tout un outil de pression politique. C'est un moyen pour le Parlement de parler d'une seule voix et d'obliger le gouvernement à adopter une ligne claire. Cette résolution peut donc plus facilement se traduire en actions concrètes. Alors oui, ce n'est pas juridiquement contraignant, mais c'est un mandat politique. Et c'est ensuite aux députés de s'assurer qu'il ne reste pas lettre morte, car au-delà de la Belgique, c'est l'Europe qui est visée. Il faut le rappeler, sur la scène internationale, l'Union européenne, ce sont 27 pays, 27 capitales à convaincre. La politique est ici l'art de la répétition. Cette résolution est donc une pierre essentielle dans cet édifice. Une étape indispensable pour forger une position européenne commune et à terme une véritable politique étrangère forte dans le Caucase. C'était Nicolas Tavitian de Bruxelles pour Open Media. La tension monte d'un cran sur le dossier du soi-disant corridor de Zangezur. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a exigé un passage pour les marchandises et les citoyens azerbaïdjanais sans croiser le regard d'un seul garde-frontière arménien. La réponse d'Erevan ne s'est pas fait attendre. Par la voix de la porte-parole du Premier ministre, le gouvernement arménien qualifie ses propos de revendication territoriale déguisée, jugeant cette demande inacceptable. Et il contredit, selon la porte-parole, l'esprit et la lettre de toutes les négociations menées jusqu'à présent. Yerevan a d'ailleurs rappelé sa ligne rouge, déjà énoncée par le Premier ministre. Tout changement et tout citoyen entrant sur le territoire arménien, y compris en transit, devra passer par un contrôle douanier et frontalier obligatoire, conformément aux normes internationales. Mais le président azerbaïdjanais ne s'est pas arrêté là.
Depuis Stepanakert, la capitale de l'Artsakh occupée, il a posé ses conditions pour la signature d'un traité de paix. Deux exigences non négociables selon lui, la modification de la constitution arménienne et la dissolution du groupe de Minsk. Et pour bien se faire comprendre, Ilham Aliyev a lancé cette mise en garde lourde de sens. L'initialisation d'un document ne signifie en aucun cas sa signature. En clair, même si un accord est paraphé, Bakou se réserve le droit de ne pas le signer. Aucune garantie de sécurité n'est donc offerte à ce stade. La guerre des nerfs se poursuit lors d'une nouvelle visite à Chouchi la semaine dernière. Ilham Aliyev a sorti une nouvelle arme, une facture astronomique de 150 milliards de dollars présentée à l'Arménie pour l'exploitation présumée des ressources de l'Artsakh. Une accusation qui semble surréaliste, mais qui cache, selon les juristes, une stratégie bien rodée. Utiliser les procès des dirigeants de l'Artsakh détenus à Bakou pour fabriquer des preuves contre l'Arménie. Alors, cette menace est-elle crédible sur la scène internationale? Et quel est le sort des prisonniers politiques au cœur de cette manœuvre? Le reportage de Simon Hovhannisyan. C'est sa énième visite en l'espace d'un mois en Artsakh occupé, cette fois à Chouchi, pour superviser des chantiers. Lors de sa précédente visite déjà, et sans présenter de preuves factuelles, Ilham Aliyev avait évoqué des calculs absurdes prétendant que l'Arménie avait exploité les ressources de l'Artsakh pendant 30 ans, causant un préjudice de plus de 150 milliards de dollars à l'Azerbaïdjan, une somme qui dépasse de loin le PIB de l'Arménie en 2023. Une commission composée d'organes d'État, en impliquant des experts étrangers dans son travail et en s'appuyant sur l'expérience internationale, a évalué les dommages causés à l'Azerbaïdjan à la suite de l'occupation à environ 150 milliards de dollars américains. L'Azerbaïdjan sera confronté à un sérieux problème juridique s'il porte cette thèse devant un arbitrage international, affirme l'expert en droits de l'homme Ara Ghazarian. Selon lui, il est ici très difficile de prouver que les ressources ont été utilisées spécifiquement par l'Arménie. Et même en cas de preuve, il sera difficile d'obtenir gain de cause. L'Azerbaïdjan devrait d'abord prouver que l'Arménie a occupé l'Artsakh, puis que ces ressources n'ont pas simplement été utilisées par les habitants pour subvenir à leurs propres besoins, mais dans un esprit d'hostilité ethnique envers les Azerbaïdjanais. Pourquoi l'Azerbaïdjan essaye-t-il aujourd'hui de résoudre cette question à travers ses procès individuels contre les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh, pour lesquels il n'a pas de preuves? Je comprends qu'il sera très difficile de prouver et de surmonter les conditions que j'ai mentionnées, une dizaine de conditions, devant les tribunaux internationaux. C'est pourquoi il tente d'obtenir des preuves par ses procès individuels, sans quoi, je pense, l'Azerbaïdjan n'a pas réussi. Depuis 2010, selon Ara Ghazarian, l'Azerbaïdjan a tenté, dans chaque affaire individuelle, de diriger les accusations contre l'Arménie. Mais rien ne dit que ces tentatives soient acceptées sur la scène juridique internationale. D'un point de vue juridique, il est beaucoup plus complexe de prouver l'intention, le caractère délibéré, l'aspect subjectif, que l'aspect objectif. L'aspect objectif, c'est simplement « votre soldat est là » et c'est tout. Mais l'aspect subjectif, c'est « dans quel but est-il là ?» Les habitants de l'Artsakh disent « nous nous autodéfendions ». Nous vivions et avons toujours vécu là, donc ce n'est pas une occupation. Et l'Arménie nous aidait, ce n'est pas une occupation non plus. En manque de preuves factuelles, Aliyev cherche à les obtenir par le biais de témoignages extorqués aux prisonniers. Les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh sont détenus dans les prisons de Bakou depuis plus de 650 jours, désormais sans visite de la Croix-Rouge. Comme vous le voyez, pour les événements qui ont eu lieu en République d'Artsakh, l'Azerbaïdjan exige internationalement la responsabilité de l'Arménie. Et pour obtenir cette responsabilité, il est crucial de prouver l'implication de l'Arménie, sa juridiction extraterritoriale, sur la République non reconnue d'Artsakh. Et oui, selon mon évaluation, ces témoignages sont également extorqués dans le but de prouver certains faits dans ces processus judiciaires. L'Azerbaïdjan fabrique des arguments, affirme la représentante des prisonniers Siranouch Saakian, ajoutant qu'ils ne reçoivent que des bribes des procès via les médias travaillant pour le gouvernement azerbaïdjanais. C'est pourquoi nous pensons dans ce cas que nous avons affaire à l'activité de cette machine azerbaïdjanaise à fabriquer des faux. Et les paroles attribuées aux Arméniens n'ont en réalité même pas été prononcées par eux sous la contrainte. Du moins, dans le cas de Ruben Vardanian, c'est une certitude pour nous. L'Azerbaïdjan va échouer ici, j'en suis certain. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont rien d'autre, pas d'autres preuves. Au contraire, ils veulent même que les processus juridiques devant les tribunaux internationaux s'arrêtent, car je pense que l'Azerbaïdjan a peur que les crimes qu'ils ont commis, des crimes internationaux, soient révélés. Donc tout ça tient plus de la rhétorique que de véritables preuves objectives qui pourraient mettre l'Arménie en sérieuse difficulté sur les plateformes juridiques. L'Azerbaïdjan nous demande, comme condition de paix, de retirer nos plaintes devant les instances internationales, alors que lui-même continue de concocter de nouveaux dossiers d'accusation.
Geste imprudent ou acte délibéré? La question qui continue à secouer la communauté arménienne de France après la visite de l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Boyon, à Chouchi le 21 juin. Une visite suivie de déclarations jugées pro-azerbaïdjanaises qui a provoqué une vive indignation au sein de la communauté arménienne de France. Une indignation qui prend aujourd'hui la forme d'un véritable réquisitoire publié dans les médias arméniens samedi dernier. Il s'agit d'une lettre ouverte d'une rare intensité adressée directement au président Macron et signée par le représentant de la République d'Artsakh en France, Hovhannes Gevorkyan. En cause, la visite de l'ambassadrice qualifiée de trahison. La lettre rappelle d'abord les promesses passées de la France, de ses élus et cite le président lui-même qui déclarait en 2022 sur France 2 « Nous, les Arméniens, nous ne les lâcherons jamais ». Des paroles qui résonnent amèrement alors que l'auteur énumère le calvaire enduré par les Arméniens de l'Artsakh, la guerre de 2020, le blocus de 2022 condamné par la Cour internationale de justice, la famine et finalement l'attaque de septembre 2023 qui a conduit au nettoyage ethnique de toute une population, un acte que l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait elle-même qualifié de nettoyage ethnique. Pour l'auteur, cette visite diplomatique n'est donc pas un acte anodin. Elle banalise l'inacceptable. Voici des extraits de la fin de cette lettre. Monsieur le Président, depuis plus de 2 ans, une destruction systématique du patrimoine culturel arménien est en cours. Les autorités azerbaïdjanaises ne cachent même plus leurs intentions, glorifiant les organisateurs du génocide des Arméniens de 1915. Ceux-là même qui ont assassiné les familles de Missak et Méliné Manouchian, dont les cendres ont été transférées au Panthéon en février 2024 à votre initiative. Cette visite de votre ambassadrice à Chouchi banalise et rend acceptable l'éradication d'une petite démocratie courageuse née dans le sang. Monsieur le Président, condamnez-vous l'indifférence manifestée à l'égard du déplacement forcé des Arméniens de l'Artsakh et les déclarations qui contribuent à sa banalisation? Vous opposez-vous à une dictature qui a emprisonné illégalement des dizaines d'Arméniens, qui qualifie l'Arménie d'Azerbaïdjan occidental et qui, malgré les concessions unilatérales du gouvernement arménien, refuse à ce jour de signer un traité de paix? Défendez-vous le droit au retour d'un peuple déplacé de force? Dans notre monde en proie à de profondes crises, garder le silence sur le premier nettoyage ethnique complet du siècle est une marque de faiblesse, et les déclarations de votre ambassadrice qui le banalise sont un sombre présage pour notre avenir. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Hovhannes Gevorkyan s'exprime sur le sujet. Il y a quelque temps, il avait accordé une longue interview à Radio Hype où il revenait sur l'attitude de la communauté internationale face à la question de l'Artsakh et de sa population. Il avait alors souligné que l'Artsakh n'est pas seulement un territoire ou une population, mais qu'il a incarné pendant des décennies un combat pour la justice et pour l'identité. Écoutons un extrait. Et des jours, en fait, des semaines qui précédaient, ou des mois qui précédaient, notamment les mois difficiles pendant le blocus, en France, nous avons eu beaucoup de manifestations de solidarité. Une solidarité extrêmement nécessaire, utile, qui a donné de l'espoir à la population arménienne d'Artsakh, solidarité qui venait du Parlement français. Le Sénat, l'Assemblée nationale se sont penchés sur la question, ont adopté des résolutions. Les sénateurs, les députés se sont intéressés de très près à ce qui se passait, alertés. Ils proposaient à l'exécutif français de reconnaître la République d'Artsakh et de faire de cette reconnaissance un instrument de négociation. Non pas reconnaître pour respecter telle ou telle norme du droit international, mais surtout comme un signe de sauvetage, pour sauver les Arméniens, pour essayer de prévenir la tragédie qui se préparait par les autorités, par le régime azerbaïdjanais. Je regrette beaucoup que l'exécutif français n'a pas entendu ces appels venus de différents horizons. La diplomatie, y compris française, croyaient que les Arméniens du Haut-Karabakh ont leur place en tant que minorité à l'intérieur de l'Azerbaïdjan dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'est là l'erreur fatale de la lecture de la situation, c'est que l'Azerbaïdjan
n'est pas un État comme un autre. L'Azerbaïdjan avait l'intention d'effacer la présence arménienne et il l'a fait. La diplomatie française et européenne et de manière générale mondiale n'a pas vu voir, n'a pas voulu voir cette nuance dans la politique azerbaïdjanaise et c'est basé sur la promesse donnée par Aliyev que les Arméniens auraient leur place en tant que minorité et que lui-même assurait la sécurité des Arméniens alors que c'est bien lui qui est le bourreau des Arméniens. La guerre des mots s'intensifie entre le pouvoir et l'Église en Arménie. L'appel du Premier ministre Nikol Pachinian en grand rassemblement spirituel sur la place d'Echmiadzin a provoqué un tollé. Si certains ecclésiastiques appellent au calme, d'autres dénoncent une véritable chasse aux sorcières et exigent des excuses. Mais la charge la plus virulente est venue du Premier ministre lui-même. Dans une comparaison cinglante, il a affirmé que l'Église avait moins de moralité qu'une entreprise informatique dont le patron a trompé sa femme. Une confrontation qui s'envenime à coups de déclarations choc. La confrontation entre le gouvernement arménien et l'Église vient de prendre une tournure très concrète, et ce, à des milliers de kilomètres du pays. Après les déclarations du Premier ministre promettant de libérer le Saint-Siège, le conflit s'est exporté jusqu'en Russie, où un prêtre a refusé de baptiser un enfant car son parent désigné était un député du parti au pouvoir. Un incident qui illustre l'escalade d'une crise qui se propage désormais à tous les niveaux de la société. Notre reportage. Les gens me demandent, vous avez dit que vous alliez mener le processus de libération du Saint-Siège. Comment allez-vous le libérer ? De la même manière que nous avons libéré l'Arménie de Serge Sarkissian. Cette déclaration du Premier ministre sur la libération du Saint-Siège a de nouveau jeté de l'huile sur le feu du conflit entre l'Église et le pouvoir. Le père Ararat Pogossian a réagi, rappelant que le pouvoir du Premier ministre est temporaire, tandis que le catholicos ne remplit pas une fonction, mais un service à vie. L'Église n'est pas un parti. L'Église n'est pas une organisation ou une structure politique dont le but serait de conquérir le pouvoir et dont le chef pourrait être changé ou remplacé à la suite d'un mécontentement public ou d'une pression politique. Selon le prêtre, le pouvoir du Premier ministre émane d'une élection populaire, tandis que l'autorité du catholicos repose sur la foi et l'ordre ecclésiastique. Et ce débat qui s'envenime a dégénéré en un incident dans l'église apostolique arménienne Saint-Sauveur de Nijni Novgorod en Russie. Le père Sebeos Galachian a refusé de baptiser un enfant dont le parrain désigné était Narek Grigorian, un député du parti au pouvoir, contrat civil. Il m'a promis qu'il attraperait sa sainteté par le cou pour le jeter dehors. Avais-je le droit après ça de lui permettre de devenir parrain ? Le traître a souligné que le parrain doit être un chrétien capable de devenir un parent spirituel, un exemple de foi. Selon lui, il est temps que l'Église instaure des règles plus strictes pour le choix des parrains. Cette personne aura beau dire « je suis un fils de l'Église arménienne » et je ne veux même pas citer le nom de ces fils qui détruisent notre maison, il faudra vérifier s'il est vraiment un chrétien comme il le prétend. Contacté par Radio Liberté, Nara Grigorian a confirmé l'incident et promet de punir le prêtre. Je lui ai dit que c'est un démon. Celui qui ne veut pas qu'un enfant soit baptisé et devienne chrétien est un démon. Je veux organiser un rassemblement public, je dirais que ce prêtre ne doit pas travailler ici parce qu'il ne veut pas que les gens deviennent chrétiens. Au sein du parti contrat civil, le député Vag Alexanian a également réagi à l'incident en félicitant l'enfant de ne pas avoir été baptisé par ce prêtre. Permettez-moi de féliciter ce petit qui n'a pas été baptisé par les mains de ce curé, parce que je vous assure, après avoir été baptisé par celui-là en particulier, l'enfant devra l'être plusieurs fois pour que le saint baptême soit valable. La confrontation entre le Premier ministre et le catholico se poursuit donc, et se propage désormais au niveau des députés et des prêtres. Anna Roussinian, RI Open Media. À l'international maintenant, l'escalade se poursuit en Syrie avec des affrontements dans la ville d'El Soueïda qui marque une nouvelle phase sanglante du conflit. Des violences qui opposent la communauté druze aux forces gouvernementales et aux milices bédouines. Mais derrière ce conflit en apparence local se cache une lutte d'influence bien plus large, une véritable redistribution des cartes où la Turquie et Israël avancent leurs pions sur les cendres des anciens équilibres soutenus par Moscou et Téhéran. Pour décrypter ces nouveaux rapports de force et leurs conséquences jusqu'au Liban, nous avons interrogé Shahan Gantaharian, rédacteur en chef du quotidien Azdak à Beyrouth.
Les tensions continuent de s'aggraver en Syrie. Les affrontements dans la ville d'El Soueïda entre la communauté druze, les forces gouvernementales et les Bédouins marquent une nouvelle étape de la guerre civile syrienne. Selon Shahan Gantarian, rédacteur en chef du quotidien Azdag à Beyrouth, ce qui se passe en Syrie a la conséquence directe d'un réalignement géopolitique. La Syrie, ou plutôt l'Ancien Régime, reposait sur deux piliers principaux, la Russie et l'Iran. Mais ces deux piliers se sont effondrés au cours du processus général. Pour combler ce vide, deux nouvelles puissances sont entrées en jeu, la Turquie et Israël pour l'essentiel. Bien sûr, l'arbitre principal de ce jeu de guerre ou de l'ensemble de ces processus reste les États-Unis. Selon l'analyste, Israël tente désormais de former une zone démilitarisée aux dépens du territoire syrien et a déjà considérablement avancé, améliorant et même fortifiant ses positions sur les hauteurs du Golan. La Turquie a également formé une zone de sécurité, même si elle ne correspond pas aux frontières géographiques qu'elle avait initialement proposées. Néanmoins, elle maintient une présence militaire sur divers territoires syriens d'une grande importance stratégique. En raison de l'effondrement de ces deux piliers, du vide qui en a résulté et de l'opportunisme de la Turquie et d'Israël, je pense que toutes ces actions des Druzes, les affrontements, la résistance, serviront en fin de compte l'objectif d'Israël de créer une zone d'influence et de sécurité. Il était d'ailleurs très révélateur que les forces gouvernementales syriennes se soient retirées d'El Soueïda. Cela en dit long, je pense, sur le plan que j'évoquais. Pendant ce temps, au Liban, la communauté druze, l'un des groupes sociopolitiques le plus important du pays, maintient une position qui lui est propre malgré la situation instable de ses coreligionnaires en Syrie. Au Liban, les Druzes sont l'une des communautés les plus importantes, représentées dans les différentes institutions de l'État, tant au niveau législatif qu'exécutif. Et l'on observe ici une approche très prudente pour ne pas se laisser entraîner dans les processus militaro-politiques qui s'embrassent sur le territoire syrien. Hier, des incidents mineurs ont toutefois été enregistrés entre sunnites et druzes, conséquence naturelle des événements dans le pays voisin. Vous savez, les druzes de là-bas aspiraient même à se rapprocher d'Israël ou avaient proposé d'avoir un passage vers la Jordanie. Mais le Liban, pour l'instant, n'est pas directement impliqué. Comme je l'ai dit, il y a une approche prudente et même des appels à ne pas s'impliquer dans cette guerre généralisée, bien qu'ils soient très préoccupés par le sort de leurs compatriotes et par le risque que le conflit ne s'étende à toute la région. La situation générale au Liban après la guerre reste complexe et instable. Selon Shahan Gantarian, le cessez-le-feu n'est pas encore pleinement respecté, mais le pays tente de se reconstruire. Tout le monde a ses conditions et la première d'entre elles est le désarmement du Hezbollah et l'intégration de ses armes aux forces étatiques libanaises. Et les États-Unis sont de plus en plus stricts sur cette exigence. Au début, ils parlaient sans calendrier précis. Maintenant, ils pressent et mettent la pression. Mais les choses ne sont pas si simples, car un accord de cessez-le-feu ne peut être appliqué de manière sélective. Les forces israéliennes auraient dit se retirer des territoires libanais et ensuite ne pas violer le cessez-le-feu. Or, des drones survolent sans cesse le ciel libanais et de temps en temps, ils bombardent, ciblant ce qu'ils appellent des installations du Hezbollah. Ce que je veux dire, c'est que le cessez-le-feu continue d'être violé de manière unilatérale. Malgré les défis économiques et sécuritaires, la communauté arménienne du Liban, elle, continue de mener une vie normale. La communauté arménienne du Liban fait partie de la société libanaise et subit naturellement toutes les conséquences de l'après-guerre qui n'est pas encore une paix totale. Le pays est en train de restaurer ses institutions, mais comme je l'ai dit, il n'y aura pas de véritable reconstruction sans aide internationale. Pour l'instant, la situation est la suivante. Les hostilités ont cessé, mais le cessez-le-feu est violé et des opérations intenses dans le pays voisin affectent le Liban, tant sur le plan de l'atmosphère que sur le plan économique. La tension persiste dans la région. Les affrontements se poursuivent à El Soueïda entre l'expansion de l'influence israélienne et turque, leur concurrence féroce et les opérations méthodiques d'Israël contre le Hezbollah. Le retour à la stabilité dans la région ne se dessine pas encore. Propagande, désinformation, ingérence. Mais où se situe la frontière entre la critique et l'ingérence? Les chaînes russes représentent-elles une menace directe pour le gouvernement arménien ou diffusent-elles simplement une information qui déplaît? Ces questions sont au cœur du bras de fer qui oppose Yerevan aux médias russes. Les principales chaînes diffusées en Arménie sont aujourd'hui dans le viseur des autorités. La commission de la télévision et de la radio tire la sonnette d'alarme et dénonce des violations répétées des accords bilatéraux. Entre la nécessité de protéger son espace informationnel et la volonté de ne pas ouvrir un nouveau front avec Moscou, le gouvernement arménien est face à un dilemme. Faut-il couper le signal? Le reportage est signé Meridan Elian. Les analyses et les qualificatifs entendus sur les principales chaînes de télévision russes diffusées en Arménie ont suscité de vives préoccupations dans notre pays.
La Commission de la télévision et de la radio de l'Arménie note que ces chaînes diffusent fréquemment des propos offensants à l'égard des institutions et des citoyens arméniens, des commentaires unilatéraux et déformés et des évaluations émotionnelles et agressives en lieu et place de fait. Le multiplex public ne doit pas être utilisé pour servir des agendas politiques étrangers. L'espace informationnel de l'Arménie doit être exempt de toute influence manipulatrice, propagandiste et provocatrice de la part de toute force étrangère, ainsi que de toute tentative d'ingérence dans la situation politique intérieure. Notre devoir premier est de protéger l'intérêt public, la dignité nationale et le droit des citoyens de la République d'Arménie à recevoir une information équilibrée, de sources crédibles. La Commission a constaté que plusieurs émissions des chaînes RTR Planeta et Première chaîne Réseau Mondial ont régulièrement violé et continuent de violer les dispositions de l'accord de coopération entre l'Arménie et la Russie dans le domaine de l'audiovisuel. Nous devons admettre que ces deux chaînes de télévision russes continuent d'inclure dans leurs émissions de la désinformation et un contenu qui attise les tensions sociales, créant un terrain fertile pour la violence physique, les injures et la haine. Interrogé sur les aspects juridiques de cette coopération et les violations constatées, le président de la Commission de la télévision et de la radio, Tigran Akobian, nous a indiqué qu'il n'avait rien de nouveau à ajouter sur le sujet. Alors quelles sont les violations concrètes relevées par la Commission? L'article 4 de l'accord prévoit la diffusion de la chaîne de télévision publique arménienne sur tout le territoire de la Fédération de Russie, ce qui n'a jamais été mis en œuvre. Selon l'article 5, les chaînes russes s'engagent à respecter la législation arménienne, à exclure les émissions au contenu offensant envers le peuple et les valeurs nationales arméniennes et à ne pas s'ingérer dans la vie politique intérieure. Or, la Commission observe que ces chaînes ont violé à plusieurs reprises ce point, ainsi que l'article 6 qui impose le respect des fêtes nationales et des jours de commémoration du pays de diffusion. Un phénomène que l'expert des médias Arthur Papian qualifie également d'inadmissible. Il est incompréhensible que le multiplex public, qui fonctionne grâce aux impôts des Arméniens, doive fournir une fréquence à un diffuseur étranger alors que celui-ci exprime des insultes envers les dirigeants et les citoyens arméniens. La Commission de la télévision et de la radio a saisi le gouvernement et le ministère de l'Industrie de haute technologie en leur présentant les violations constatées et en proposant de prendre des mesures appropriées. Nos tentatives pour obtenir des détails du ministère sur la suite donnée à cette affaire sont restées sans réponse. Lors de sa dernière conférence de presse, le Premier ministre Nicole Pachinian, interrogé sur son souhait de voir cesser la diffusion de ces chaînes, a souligné que l'Arménie souhaitait avoir de bonnes relations amicales avec la Russie, fondées sur le respect mutuel. Oui, il est vrai que certaines chaînes de télévision russes ont franchi toutes les limites autorisées. Mais compte tenu de ce qui précède, je ne voudrais pas que nous soyons contraints de prendre une telle décision car nous ne cherchons pas de contradiction ni de situation conflictuelle avec la Russie. Selon le politologue Arman Abovian, les chaînes russes n'ont pas une grande influence sur l'opinion publique dans notre pays. Pour lui, ce processus s'inscrit dans un autre contexte. Lorsque l'Occident mène une expansion dans une région, il réalise deux actions. Il augmente brusquement sa présence informationnelle et il convainc ou force les autorités locales à réduire la présence de la partie adverse. C'est ainsi dans différents pays. Il faut analyser cela dans ce contexte. Arman Abovian pense que la diffusion des chaînes russes sera interrompue, ce qui affectera négativement les relations arméno-russes. Elles seront fermées, car l'intention des autorités est évidente. Mais la présence informationnelle russe ne diminuera pas pour autant. Elle migrera vers Telegram et d'autres plateformes. Les gens continueront de regarder. Nous avons réalisé un micro-trottoir dans les rues d'Erevan à ce sujet. La majorité des citoyens interrogés sont contre l'arrêt de la diffusion de certaines chaînes de télévision russes en Arménie. La Commission de la télévision et de la radio rappelle avoir également soulevé ce problème dans ses rapports annuels présentés à l'Assemblée nationale. Mary Danielian, Stepan Tigranian, Reopen Media. Et on termine avec une nouvelle extraordinaire, un exploit signé Levon Aronian. Notre compatriote a été sacré vainqueur du super tournoi d'échecs aléatoire Fischer, l'une des disciplines les plus créatives du jeu, empochant au passage un prix de $2000. Un triomphe au goût doux amer pour beaucoup, car c'est sous le drapeau américain que les champions ont concouru. Une décision douloureuse prise en 2021, en signe de
de protestation contre ce qu'il avait qualifié d'indifférence absolue des autorités arméniennes envers le sport après la guerre de 2020. Pourtant, malgré ce changement de fédération, Levon Aronian a tenu à le rappeler. Il représente avant tout et partout la brillante école d'échecs arménienne. Pour atteindre la finale de ce tournoi prestigieux, il a d'ailleurs dû écarter des légendaires du jeu comme Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura. Après sa victoire, le grand maître a publié un message pour remercier sa famille, ses amis et ses fans. Un message conclu par ces quelques mots lourds de sens. Toujours de l'avant. Hey, I am the champion of freestyle Grand Slam Las Vegas. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 21 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.